Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur les matchs 2 de chaque série de la NBA, en commençant par les autres équipes et en terminant par les Lakers. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Les Kings face aux Warriors, la série exceptionnelle de ce premier tour des playoffs 2023. Avec les Kings qui mènent 2-0 après avoir gagné leur second match 114-106. Je pense qu'avec Draymond Green sur le terrain, les Warriors étaient en train de prendre le dessus sur cette équipe des Kings qui ne démérite pas. Je vous rappelle que 6 joueurs à plus de 10 points, dont Davion Mitchell, qui est un joueur de Baylor. Je suis un fan de Baylor et c'est un joueur que j'ai beaucoup suivi. C'est un pitbull et maintenant il commence à rentrer des tirs à 3 points. Et puisqu'il est capable de rentrer des tirs à 3 points, donc il peut rester sur le terrain. Et s'il peut rester sur le terrain, ça change tout pour cette équipe des Kings qui peuvent défendre désormais sur le périmètre sur des gens comme Klay Thompson, comme Steph Curry. Davion Mitchell et De'Aaron Fox, ce sont deux arrières qui sont capables de jouer un niveau de défense extrêmement élevé. Je vous ai dit, dans cette série, pour moi, la clé, c'est quelle équipe va jouer mieux en défense de match en match. Je pensais que ce serait évidemment les Warriors. Moi, je pensais que les Warriors sortiraient de Sacramento en étant à 1-1. Mais comme il y a eu cet incident de Draymond Green, ce sont les Kings qui sont sortis victorieux de cette rencontre qui était palpitante avec des joueurs qui ont fait des choses exceptionnelles. Moi, je pense notamment à un Malik Monk qui joue un basket de rêve et qui même arrive pour rester sur le terrain à défendre. Donc, comment cette équipe des Warriors peut-elle contrecarrer cette intensité, cette fougue, ce pick and roll et les contre-attaques justement de cette équipe des Kings? Je vous ai dit, pour la question des contre-attaques, il y a deux choses. Il faut contrôler le robot offensif et puis il ne faut pas perdre des balles. Or, cette équipe de Warriors est en train de perdre trop de ballons. Et ça met cette équipe des Kings dans le rythme. Et alors, pour le pick and roll, c'est un pick and roll avec un Sabonis qui devient un élément moteur dans ce pick and roll avec De'Aaron Fox notamment. Il faut que les Warriors jouent plus petit. Looney ne doit pas jouer. Évidemment, ça va poser problème pour le prochain match puisque Draymond n'est pas là. Mais dès le quatrième match, Draymond sur le poste 5, Wiggins sur le poste 4, Gary Payton Jr. sur le poste 3, et puis Steph et Klay Thompson sur les lignes arrière. La série part à San Francisco, sur le terrain de Golden State. Il faut que le public soit au rendez-vous. Il faut que les joueurs de rôle de cette équipe des Warriors augmentent leur niveau de jeu. Je pense notamment à Jonathan Kuminga, justement pour pallier la suspension de Draymond, mais aussi de Jordan Poole. Que peut-il apporter à cette équipe? Jordan Poole, il doit apporter deux choses à cette équipe. Un, il faut absolument qu'il défende. Et deux, il faut qu'il rentre ses tirs. Dans l'intervalle, il faut qu'il contrôle le jeu un peu plus. Il faut qu'il soit un peu moins farfelu afin justement d'éviter ces pertes de balles qui lancent cette équipe des Kings. Donc voilà, ça va être très intéressant de voir comment les Warriors vont apporter des ajustements dans ce système. Sachant que Mike Brown, le coach des Kings, il vient des Warriors, il connaît les Warriors par cœur. Ça va être intéressant. Les Milwaukee Bucks face aux Miami Heat. Un partout puisque les Bucks ont gagné sans Giannis qui est toujours blessé. 138-122. Je pensais que les Bucks allaient gagner ce match sur base de leur défense. C'est en attaque qu'ils ont gagné ce match. 138 points, c'est un record de points marqués par cette équipe. Et surtout, 25 3 points réussis en playoff. Ça aussi, c'est un record. 7 joueurs de cette équipe de Milwaukee Bucks a plus de 10 points. C'est un travail collectif qui a payé hier soir.
En tout cas, Miami, qui a des armes pour poser des problèmes à cette équipe de Bucks, surtout si Giannis n'est pas là, doit retrouver les vertus de sa défense, puisque hier soir, ils ont été explosés par l'attaque de cette équipe des Bucks. On sent que dans cette équipe de Miami, il manque un élément important qui est Tyler Hero, blessé à la main. Vous savez que sa saison est terminée. Toujours est-il que Miami doit trouver des ressources pour revenir prendre le contrôle de cette série à 2-1 dès le prochain match. Les problèmes des Jazz sont devenus les problèmes des Wolves. Et le dénominateur commun, Rudy Gobert. Rudy Gobert, au moment des playoffs, on remet en question sa légitimité de pivot dominant. Dans cette série, les Nuggets mènent 2-0 après avoir gagné le dernier match 122-113 dans une bataille épique, mais vraiment épique, entre d'un côté Anthony Edwards des Wolves avec 41 points et Jamal Murray des Nuggets avec 40 points. Cette bataille-là, elle est absolument magnifique. En attaque, on a vu Jamal Murray exploiter justement ce job coverage des Minnesota Timberwolves de telle sorte qu'il était impossible de l'arrêter hier soir. Que peuvent faire les Minnesota Timberwolves? Et c'est là que le bas blesse, je le redis. Je vous rappelle qu'ils ont perdu 2 joueurs importants, Naz Reid, bien sûr, mais aussi Jaden McDaniels. Eux, dans le système de Death Lineup, ils auraient été très précieux. Là, il faut absolument que les Minnesota Timberwolves jouent plus petit afin de pouvoir switcher sur le pick and roll. Ça, c'est absolument crucial. Sinon, ils vont se faire sweeper par cette équipe des Denver Nuggets qui n'est plus une équipe d'un seul homme, Nikola Jokic, puisque là, il y a Jamal Murray, le Jamal Murray de la bulle qui vient de ressusciter. Ça va être très intéressant de voir les ajustements que vont faire les Wolves dans ce match. Cleveland Cavaliers face aux New York Knicks. Victoire des Cavs, 107-90. Avec une équipe des Cavs extrêmement agressive sur le terrain, on a retrouvé un basket presque des années 80-90 dans cette série, de telle sorte que plusieurs joueurs, je pense que 3 joueurs des Knicks sont sortis avec du sang sur le corps. Les Cavs ont fait un match parfait en mettant de l'intensité, en imposant leur volonté dans la raquette avec Mobley et Allen, notamment Allen qui était pour moi à la limite de l'agressivité. Dans ce match, les Cavs ont fait ce que je pensais qu'ils devaient faire, c'est-à-dire impliquer davantage Darius Garland. Du coup, Darius Garland a planté 32 points avec 6 tirs à 3 points rentrés. Et on l'a vu en défense extrêmement teigneux sur les arrières des New York Knicks. La série retourne à New York. Il va falloir que New York impose la même intensité aux Cavs pour ne pas se faire manger. Mais surtout, ce qui est important, je pense, c'est enlever cette pression sur Brunson de toujours trouver une solution en attaque. Il faut que d'autres joueurs puissent apporter du scoring. Je pense notamment à RJ Barrett. RJ Barrett, pour moi, c'est la clé de ce prochain match au Madison Square Garden. Il va être déterminant pour savoir est-ce qu'il peut continuer à jouer dans cette série, oui ou non. Julius Randle, dans quel état sera-t-il au prochain match? Je pense que petit à petit, il monte en température, mais je vous rappelle que c'est peut-être la superstar la plus facile à arrêter en playoff puisque son jeu est extrêmement prévisible. La série entre les Suns et les Clippers. Victoire des Suns 123-109 pour égaliser à 1 partout. Dans cette série qui est extrêmement intéressante, même plus qu'intéressante, qui est palpitante, il y a énormément de choses à décortiquer. Premièrement, il faut savoir que le coach Tyronn Lue est persuadé qu'il peut gagner cette série. Rappelez-vous, j'avais pris les Suns en 7 matchs, mais si Paul George était là, j'aurais dit Clippers en 7 matchs. Les Suns sont dans une rotation à 6-7 joueurs. Sur une première série des playoffs, je pense que ça peut tenir, mais à la longue, ça va épuiser les joueurs majeurs. Surtout Chris Paul, qui a quand même plus de 38 ans. En tout cas, dans cette série, les Suns ont retrouvé quelques éléments de réponse au travail que proposaient les Clippers, notamment en faisant à chaque fois une prise à 2 sur Kawhi Leonard. Et donc,
Ça libère, bien entendu, d'autres joueurs. Il faut que les autres joueurs puissent apporter leur contribution. Les Suns sont en train de tuer les Clippers en pick and roll. On sait qu'avec Monsieur Chris Paul, ça peut aller très loin. Surtout que cette équipe des Suns est très puissante au niveau du mid-range avec Devin Booker, Chris Paul bien sûr et Kevin Durant. Que peuvent faire les Clippers pour contrer ce pick and roll? La possibilité de jouer plus petit. On va rentrer dans cette semaine dans la logique des Death Lineups. Les Death Lineups, ce sont des compositions d'équipe où le pivot est mis de côté, où on a plutôt une équipe qui est beaucoup plus switchable, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir un 5 qui n'est pas un 5, histoire de ne pas rester dans cette logique de job coverage. Je vous rappelle que il y a quand même un Covington qui est sur le banc, qui est capable de jouer ce rôle de faux 5. On l'a vu dans la bulle, notamment quand il était à Houston, il était capable d'être ce faux 4-5 qui permet justement à son équipe de tout switcher sur le terrain. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ce système de Death Lineup? C'est parce que ça va pousser maintenant les Suns à plus jouer sur DeAndre Ayton et en fait supprimer l'importance, en tout cas le côté létal des joueurs qui sont extrêmement forts en pick and roll et en mid-range. Donc ça, je pense que ça peut être une stratégie intéressante pour Tyronn Lue, jouer en Death Lineup pour pousser les Suns à plus orienter leur attaque sur DeAndre Ayton. Et on sait que DeAndre Ayton n'est pas le joueur le plus fiable de la NBA. Boston, Atlanta. Deuxième victoire de Boston à domicile, 119-106. Jamais pendant le match, on a pensé que Atlanta pouvait faire quoi que ce soit à Boston. Cette équipe de Boston est très dangereuse. C'est une équipe extrêmement structurée. Avec un Robert Williams, s'il est en bonne santé, va être une terreur dans les raquettes de toute la conférence Est. Il est un élément de dissuasion de toutes les pénétrations de cette équipe d'Atlanta. Sur les postes extérieurs, Boston a de quoi faire. Avec un Derrick White qui est en train d'émerger comme un joueur majeur, on est presque dans une logique de Big Three, c'est-à-dire avec Tatum, Brown et maintenant White au niveau du scoring. En plus, ces trois garçons défendent extrêmement bien. Je pense que cette équipe de Boston est vraiment l'une des favorites pour gagner la conférence Est cette année. Dans la série 76ers face aux Brooklyn Nets, 2-0 pour les 76ers qui ont gagné le dernier match 96-84. Dans ce match, on a vu des choses intéressantes. On a vu cette équipe de Nets essayer de trouver des solutions face à Joel Embiid, parfois en le trappant, parfois en le laissant en 1 contre 1 contre Clarkson. Toujours est-il que le plan de jeu des Nets était beaucoup plus cohérent cette fois, puisque les trappes, les prises à 2 ne se faisaient pas à l'emporte-pièce, c'était beaucoup plus ciblé sur certaines parties du terrain. Vous savez qu'il y a certaines parties du terrain, quand vous faites une prise à 2, c'est beaucoup plus compliqué, puisque c'est sur un pivot que vous faites une prise à 2, il a une vision du jeu, et surtout qu'on sait que le grand Joel, non seulement il est énorme, mais en plus c'est un excellent passeur. C'est pas Jokic au niveau de la passe, c'est pas LeBron, mais c'est quand même un très bon passeur. Le premier match, c'était Harden qui était l'élément fort. Dans ce match 2, c'était Maxey. On voit que Joel Embiid est en train de rendre tous ses joueurs meilleurs. Et je ne parle même pas de Tobias Harris, qui a été aussi un élément extrêmement intéressant pour cette équipe des Sixers. La série part à Brooklyn. Dans quelle mesure cette équipe des Nets va-t-elle pouvoir trouver des solutions face à ce Joel Embiid qui devient un élément sur lequel toute la stratégie de l'équipe adverse est basée. Nous savons qu'à l'extérieur, les joueurs de rôle sont beaucoup moins efficaces. Est-ce que lors de ce prochain match, la solution pour les Nets, c'est pas justement de se dire on va continuer à faire des prises à 2 ou des prises à 3 et dire aux autres, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça? Est-ce que vous êtes capable de nous battre? Je pense que ça, c'est la solution. Lakers, Grizzlies. Grizzlies, Lakers. La série est à 1-1, une très passionnante série dans laquelle il se passe plein de choses. Victoire 103-93 pour les Memphis Grizzlies qui égalisent à 1 partout dans cette série.
Toujours est-il qu'on a vu beaucoup de choses hier dans ce qui s'est passé. On a vu Anthony Davis muselé. On a vu cette équipe des Grizzlies fermer l'accès à la raquette pour LeBron, bien sûr, mais aussi pour Anthony Davis. En disant, voilà, vous avez des joueurs de périmètre, que peuvent-ils faire? Est-ce qu'ils sont capables de nous battre comme au match aller? Eh bien, on va voir. Résultat, Reeves est passé à côté, D'Angelo Russell est passé à côté, Jared Vanderbilt a été un non-facteur dans ce match. Le seul qui a pu surnager, c'était Rui Hachimura. Le reste du banc des Lakers n'a absolument rien apporté. Autre chose, Xavier Tillman a dominé Anthony Davis hier soir. Je ne pensais pas que je pourrais prononcer cette phrase. Xavier Tillman a dominé Anthony Davis tant au rebond qu'au point hier soir. Eh bien, je pense que ce match était ingagnable. Alors, Jared Vanderbilt, qui est un joueur important pour les Lakers, a été particulièrement ciblé offensivement par cette équipe des Grizzlies. Et là, il va falloir que le coach trouve une solution. Est-ce qu'il va faire entrer Rui Hachimura dans le 5 de base ou est-ce qu'il va garder Jared Vanderbilt qui est absolument inutile, on peut le dire, en attaque, même si sa défense et sa présence au rebond sont très, très, très importantes. Les Lakers retournent à domicile pour essayer de mener dans cette série 2-1 et ensuite 3-1 avant de retourner à Memphis. Entre-temps, je pense que Ja Morant sera de retour. Mais de toute façon, cette équipe de Grizzlies est combative. Elle est peut-être meilleure au niveau de la circulation de balles et aussi au niveau de la défense quand Ja n'est pas là. Ça, malheureusement, les Lakers le savaient et ils n'en ont pas tenu compte. L'équipe qui avait plus d'énergie hier, c'était les Grizzlies, pas les Lakers. Résultat, la série est à 1-1. Voilà, ce n'est terminé pour cette émission consacrée au match 2 des séries. Nous allons rentrer dans une phase extrêmement tactique. Ça va être très intéressant d'analyser tout ça. À très bientôt sur Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, pour de l'actualité NBA Playoff Lakers.